Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir donc celle qui va représenter le ministère du Travail, qui va vous expliquer les raisons pour lesquelles Muriel Pénicaud, qui sera bien là le 14 décembre, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. J'ai donc le plaisir d'accueillir Claire Scoton, directrice de cabinet adjointe du ministère du Travail. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je tenais tout d'abord à passer un petit message de la part de la Ministre, qui était absolument désolée de ne pas pouvoir fêter avec vous les 70 ans de la NDRH. Alors c'est l'avantage et l'inconvénient, enfin, on mène les réformes à un rythme effréné. Il y a beaucoup d'avantages, il y a quelques inconvénients, comme ceux de passer des étés assez intenses. Et il y en a un autre qui est que parfois, effectivement, la ministre est tenue de décliner ce type d'invitation. En l'occurrence, aujourd'hui, elle se trouve en Suisse avec les partenaires sociaux pour s'inspirer de ce qui se passe dans ce pays concernant l'apprentissage en particulier, et afin de poursuivre le deuxième bloc de la rénovation de notre modèle social. Et donc elle tenait malgré tout à être présente, et c'est la raison pour laquelle elle a souhaité que je la représente aujourd'hui. Alors, merci pour le propos introductif. Et qui est bien en phase avec les objectifs poursuivis par le gouvernement en matière de rénovation du modèle social. La conviction du candidat devenu président, tel qu'il l'avait annoncé dans la campagne déjà, c'est que la France fait face à des défis nombreux, notamment en matière de mondialisation ou d'impact du numérique sur le marché du travail, et que ces défis nécessitent une profonde refonte de notre modèle social pour l'adapter à ces nouveaux enjeux. Et notre conviction, c'est que nous sommes mûrs pour inventer un modèle de flexi-sécurité à la française. Ça ne veut pas dire importer des recettes venus d'ailleurs et sans s'intéresser à notre héritage et à nos points forts et aux aspirations de chacun, mais cela signifie créer notre propre voie, notre propre modèle. Et notre conviction, c'est que pour réussir, il faut s'investir et investir pleinement dans les parcours professionnels, tout en donnant de l'agilité aux entreprises pour aller conquérir des nouveaux marchés. Alors nous avons répondu à ce large défi en instaurant la première brique de cette rénovation. Et c'est la loi du renforcement du dialogue social qui s'est traduite par 5 ordonnances publiées donc en septembre. Un mot, avant de rentrer dans le fond, sur la méthode. La méthode, on a entendu parfois certains s'inquiéter de la rapidité avec laquelle cette première brique a été posée. En fait, nous avons énormément investi sur une concertation approfondie avec les partenaires sociaux tout au long de l'été. C'est 300 heures de concertation, beaucoup de réunions. Tous les partenaires sociaux ont joué le jeu. Ils étaient présents à toutes les réunions. Tous ont fait des propositions. Et cela a permis d'affiner le projet et en tenant compte au maximum des lignes rouges de chacun. Idem pour la démocratie politique. La loi d'habilitation a été l'occasion de débattre au Parlement, avec les députés, avec les sénateurs, pendant plus de 80 heures. Et cela a permis aussi d'affiner le cadre donné au gouvernement pour réaliser ces ordonnances. Et ces ordonnances vont être ratifiées
dans les prochaines semaines. Donc ce sera à nouveau l'occasion de repasser devant la démocratie politique. Ce sont donc des mesures concrètes et opérationnelles qui ont été l'ossature, qui constituent l'ossature de ces 5 ordonnances. Elles reposent sur un pari qui est celui de la confiance et de l'intelligence collective des entreprises, des salariés et de leurs représentants, et au premier rang desquels les organisations syndicales. L'idée est bien de changer l'état d'esprit du Code du travail, de faire en sorte que la loi ne décide plus ce qui doit se passer tous les 4 matins dans chaque entreprise de ce pays, quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur d'activité, mais de laisser les entreprises et les branches également définir des règles qui soient adaptées et qui permettent cette agilité nécessaire. 4 axes clés dans ces ordonnances. Premier axe, pour la première fois, nous avons privilégié et donné et vraiment réfléchi en pensant aux TPE-PME, qui concentrent quand même la moitié des salariés de ce pays. Et c'est un vrai axe assumé et assez innovant par rapport aux réformes antérieures. Deuxième axe, faire confiance aux entreprises et aux salariés en leur donnant la capacité d'être plus agiles et de s'adapter de façon simple, rapide, sécurisée. Troisième axe, ce sont des textes qui donnent de nouveaux droits aussi et de nouvelles protections pour les salariés. Et enfin, le quatrième axe, qui ne fait pas la une des journaux, mais qui pourtant est absolument essentiel pour la réussite des réformes, et les DRH que vous êtes en ont pleinement conscience, c'est la nécessité de renforcer les acteurs du dialogue social, puisque qui dit davantage de grains à moudre au niveau des entreprises, dit aussi nécessité d'avoir des interlocuteurs qui puissent dialoguer et co-construire avec vous. Donc pour entrer un peu plus dans le concret par rapport à ces 4 axes, par exemple sur l'axe TPE-PME, nous avons de façon très pragmatique décidé de donner accès aux marges de manœuvre laissées désormais aux accords d'entreprise pour les TPE-PME, même lorsqu'elles n'ont pas de délégués syndicaux. C'était un constat de terrain, sans idéologie. Aujourd'hui, entre 11 et 49 salariés, il n'y a que 4% de délégués syndicaux. Et le système du mandatement qui existe depuis 30 ans n'a pas permis aux syndicats de s'implanter dans ces entreprises. Et donc elles sont aujourd'hui dans la difficulté pour négocier des accords. Donc nous avons rendu possible la négociation directe avec des élus. Et à défaut d'élus, dans les entreprises de moins de 20 salariés, l'employeur pourra proposer des projets d'accord qui seront considérés comme valides dès lors qu'ils auront été validés par les salariés à la majorité des 2 tiers. Donc toutes les marges de manœuvre rendues possibles par ces ordonnances, par accord collectif, seront accessibles à toutes les entreprises. Deuxième mesure qui nous paraissait, qui est pour nous essentielle, notamment pour inciter les entreprises à embaucher en CDI, et tout particulièrement dans les petites entreprises, la barémisation des indemnités de licenciement, plus exactement des dommages et intérêts. Mesure très impopulaire ou très peu comprise, et pourtant qui nous paraît absolument essentielle pour sécuriser, d'un côté comme de l'autre, l'issue de contentieux devant les prud'hommes et permettre à des employeurs d'embaucher en CDI sans crainte. Et une mesure d'équité également, puisque aujourd'hui, nous faisons le constat que le montant des dommages et intérêts varie du simple au triple, voire au quadruple, pour un même préjudice.
Donc ça n'est pas non plus satisfaisant. Troisième mesure qui est essentielle aussi pour garantir la confiance et favoriser les embauches en CDI, nous avons distingué les contentieux liés à la forme des contentieux liés au fond en matière de licenciement. Donc un employeur ne pourra plus être condamné et voir le licenciement annulé pour de simples questions de forme, même si les erreurs de forme seront aussi sanctionnées, mais sanctionnables par ailleurs. Et enfin, une mesure qui n'est pas spécifique aux TPE-PME, mais qui, nous l'espérons, leur sera particulièrement utile, qui vise à mettre en œuvre un code du travail numérique. Alors, il ne s'agit pas de simplement donner accès à Légifrance, hein, ça tout le monde sait déjà au moins trouver l'adresse, à défaut de comprendre toujours ce qu'il y a dedans entre les différents accords de branche et l'articulation, les difficultés parfois d'articulation entre les différents textes. Non, il s'agit vraiment de donner des accès aux normes applicables de façon simple, personnalisée, tant pour les employeurs que pour les salariés. Ensuite, deuxième axe qui est absolument clé également et qui repose très largement sur le dialogue social, c'est faire confiance aux entreprises pour leur permettre d'anticiper et d'aller conquérir des marchés ou, le cas échéant, de s'adapter à des retournements de conjoncture. Donc là, l'une des mesures phares, c'est plus de marge de manœuvre, plus de grains à moudre laissés au niveau des entreprises. Alors, ça s'inscrit dans une continuité par rapport à des réformes, aux réformes antérieures, et ça poursuit la logique en listant très précisément les matières qui relèvent, dont les dispositions de branche sont verrouillées par la loi ou verrouillables, et toutes les autres, par défaut, sont déverrouillées et relèvent de la primauté de l'accord d'entreprise. Donc concrètement, les primes pourront être négociées au niveau des accords d'entreprise, quelles que soient les primes fixées par l'accord de branche. Et à défaut d'accord d'entreprise majoritaire, ça reste l'accord de branche qui s'applique. Mais les partenaires sociaux de l'entreprise auront la capacité de, par exemple, décider de remplacer des primes d'ancienneté par des primes récompensant l'innovation ou des primes pour garde d'enfants en fonction des besoins identifiés par l'employeur et par les syndicats. Et pour donner un exemple aussi autre que celui des primes, vous avez certaines branches, vous travaillez peut-être dans l'une d'entre elles, qui ont verrouillé le fait que lorsque les salariés se déplacent, selon leur catégorie, ils ont droit ou pas à la première classe dans les trains ou à la deuxième classe. Donc en gros, vous êtes cadre, vous avez droit à la première classe, et vous n'êtes pas cadre, vous avez droit uniquement à la deuxième classe. Bon, pourquoi est-ce qu'une entreprise ne pourrait pas décider de finalement octroyer la première classe pour des trajets excédant une certaine durée et la deuxième classe en deçà? Voilà, désormais, c'est possible. Et enfin, troisième exemple, vous pouvez négocier désormais votre agenda social par un accord de méthode qui va vous permettre de fixer avec les partenaires sociaux le calendrier des négociations obligatoires ou pas obligatoires en fonction des enjeux que vous avez identifiés et de la durée que vous estimez nécessaire pour mettre en œuvre ensuite ces accords. Autre simplification de taille, la fusion des instances.
Alors, c'est une simplification à moyen terme. À court terme, je sais que vous allez devoir passer de longues heures à étudier les textes, discuter avec vos partenaires sociaux pour gérer la transition et fixer les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance, du comité social et économique. Mais une fois que cette instance sera mise en place, ce sera à la fois une simplification pour le dialogue social qui ne sera plus formelle, vous ne serez plus obligé de répéter les mêmes présentations à différentes instances, et un renforcement aussi des acteurs qui auront tous les leviers, que ce soit en matière de conditions de travail, en matière d'économie ou en matière de réclamation individuelle, tous les leviers pour peser dans la même instance avec les mêmes interlocuteurs. Et pour les entreprises les plus avancées en matière de dialogue social, il sera possible, par accord, de donner compétence de négociation à cette instance. Donc là, il s'agira de créer un conseil d'entreprise avec une liste de thèmes de codécision. Alors là, on a conscience que c'est exigeant. Et d'ailleurs, on vous garantit une visite de la ministre qui sera très intéressée si vous mettez en œuvre ce conseil d'entreprise. Donc elle sera très intéressée si vous êtes, disons, dans les 5 premières. Ça peut s'organiser. Alors, autre innovation de ces ordonnances, et là encore qui repose sur le dialogue social, c'est l'instauration de la rupture conventionnelle collective. Donc, nous nous sommes inspirés pour cela des plans de départ volontaires qui sont désormais bien connus. Et nous avons décidé de les simplifier, de nous inspirer de ce régime pour instaurer un nouveau levier à la disposition des entreprises, un peu sur le modèle finalement de la rupture conventionnelle qui avait fait d'ailleurs l'objet d'un ANI en 2008. Donc avec à la fois l'aspect volontariat et l'aspect homologation par la directe. Donc concrètement, c'est une souplesse supplémentaire pour gérer des nouveaux besoins de compétences, un renouvellement des équipes lorsque des salariés ne souhaitent plus rester dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire que ce sera un outil pour gérer des préretraites ou faire des chèques valises. D'où l'homologation, et les directs regarderont évidemment avec attention les mesures d'accompagnement prévues. Et enfin, toujours pour ce deuxième axe de simplification, nous avons également choisi de nous aligner ou de nous rapprocher des pratiques des autres pays, de nos autres pays partenaires en matière d'appréciation des difficultés économiques dans le cadre de filiales d'un groupe. Donc, désormais, ces difficultés économiques seront appréciées au niveau national. Donc, c'est un argument très puissant pour les investisseurs qui ne comprenaient pas qu'une filiale doive demander les résultats financiers d'une autre filiale située au Brésil ou même en Allemagne pour justifier de licenciements en France. Et le juge, bien sûr, continuera à contrôler les fraudes, notamment en matière de prix de transfert ou autres. Troisième axe, nouveaux droits, nouvelles protections pour les salariés. Il y a bien sûr l'augmentation des indemnités légales de licenciement de 25% au titre des 10 premières années. Et aussi une mesure peut-être un peu moins commentée sur le télétravail. Donc là, je vois que la NDRH est déjà passée au 7.0. Eh bien, le Code du travail se rapproche du 7.0 grâce à une sorte de nouveau droit
donné aux salariés en matière de télétravail. On a renversé la charge de la preuve. C'est désormais au manager, à l'employeur, de justifier d'un refus au télétravail, sachant que les 2/3 des salariés aspirent au télétravail, alors qu'ils sont aujourd'hui une minorité à l'utiliser. Et enfin, concernant les ordonnances, 4e axe, le renforcement des acteurs. Donc, en la matière, la ministre a confié une mission à Gilles Gatteau, DRH d'Air France, et Jean-Dominique Simon-Poli, le président de l'association Dialogue, pour faire des propositions très opérationnelles en matière de formation, en matière de valorisation des compétences acquises. Les ordonnances comportent déjà une généralisation des bilans de compétences à l'issue des mandats pour permettre des évolutions de carrière, faire en sorte que l'exercice d'un mandat ne soit pas perçu comme un enfermement, mais au contraire une ouverture et des possibilités de changer et d'évoluer ensuite dans son parcours. Nous souhaitons également mobiliser le réseau des grandes écoles et des universités pour qu'elles activent des formations des élus et qu'elles injectent aussi des formations des managers au dialogue social et à ce qu'est un syndicat. Et enfin, sera mis en place un observatoire national du dialogue social pour suivre avec la plus grande attention la façon dont les différentes mesures, les différentes souplesses accordées par les ordonnances sont effectivement traduites sur le terrain. Donc ça, c'était la première brique. Et plus exactement, la première étape de la première brique, puisque cette première brique repose, vous l'avez compris, très largement désormais sur vous et sur votre capacité à négocier des accords qui permettent de concilier performance économique, performance sociale. Deuxième brique qui donc a commencé sur les chapeaux de roue il y a 10 jours avec le lancement de la concertation au niveau du président de la République, concertation qui s'est poursuivie à Matignon avec la ministre du Travail et le ministre de l'Éducation nationale et qui désormais est pilotée donc, par la ministre du Travail. C'est la réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Donc là encore, les transformations ont 2 maîtres mots, protéger et libérer. Protéger nos concitoyens contre le chômage, donc ça veut dire un effort très conséquent de formation des demandeurs d'emploi, de formation des jeunes également, pour leur donner les compétences, la compétence comme première sécurité par rapport au chômage. Protéger donc tout particulièrement les jeunes en leur donnant beaucoup plus facilement accès à des places en apprentissage. 7% des jeunes en apprentissage en France contre 15 à 20% dans des pays où le taux de chômage est beaucoup plus faible. Et l'apprentissage, déjà aujourd'hui en France, permet une insertion sur le marché du travail extrêmement satisfaisante. Protéger également les salariés sur le marché du travail en leur donnant accès beaucoup plus facilement à des formations et à des formations pour lesquelles ils sauront ce qu'elles leur apportent concrètement. Alors j'ai entendu, Monsieur le Président, que vous aviez des idées en matière de rénovation du CPF. Donc on sera tout à fait preneur de vos propositions. Et enfin, protéger les salariés contre la précarité en incitant les entreprises à rallonger la durée des contrats et à embaucher en CDI. Libérer également, ça veut dire libérer la formation dans les entreprises, leur permettre de mieux former et de plus former leurs salariés pour gagner en compétitivité. Libérer l'apprentissage de diverses réglementations qui peuvent brider des initiatives pourtant intéressantes. Libérer aussi les salariés de la complexité du système, en, par exemple, créant une application extrêmement facile pour accéder et activer
les points, les droits à formation, et libérer enfin la capacité d'initiative des salariés en leur donnant une soupape de sécurité, quel que soit leur statut, lorsqu'ils souhaitent changer d'orientation par des nouveaux droits à l'assurance chômage et à la formation. Et donc c'est ce tout cohérent qui fait système et qui doit nous permettre de créer notre modèle de flexi-sécurité. C'est absolument essentiel puisque dans les 10 années qui viennent, nous anticipons que plus d'un métier sur 2 sera profondément transformé, un métier sur 5 n'existera plus et plus d'un métier sur 5 sera nouveau et absolument inconnu aujourd'hui. Alors en termes de calendrier et de méthode, alors, je commence par la fin. Concernant l'assurance chômage, nous démarrerons la concertation fin novembre, puisque nous avons déjà un beau menu pour les jours et les semaines qui viennent. En matière de formation professionnelle, la ministre du Travail enverra un document d'orientation au titre de l'article L1 du Code du travail dans les tout prochains jours aux partenaires sociaux, donc avec des objectifs qui sont ceux que nous venons d'évoquer. Et en matière d'apprentissage, la concertation démarrera le 10 novembre, donc avec des enjeux en matière d'orientation, de construction des diplômes, de cartes des formations, de statut de l'apprenti également. Et donc à l'issue de l'ensemble de cette phase de concertation et de négociation sur ces 3 sujets, un projet de loi visant à la création de nouvelles libertés et nouvelles protections professionnelles sera déposé au début du printemps 2018 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, et il me reste à vous souhaiter d'excellents débats en très bonne compagnie et évidemment un bon anniversaire.